À la reprise de l'Exostream, je vous propose de commencer un tout nouveau chapitre qui s'intitule Décoder l'environnement de la Terre primitive. Donc ça va être un chapitre très orienté géologie, mais vous inquiétez pas parce que pour le coup, j'ai pas beaucoup de connaissances, donc je vais être un peu dans la même situation que vous si vous n'êtes pas géologue. On va principalement écouter notre conférencier, j'aurai probablement pas des masses de trucs à rajouter, on verra. Ça remonte à loin les cours que j'ai eu en exobio, donc ça va être des bons rappels pour moi. On va commencer avec la toute première vidéo qui est un peu récapitulative du chapitre, qui s'appelle Décoder l'environnement de la Terre primitive, exactement comme le titre du chapitre. C'est une vidéo du coup dans laquelle il y a le conférencier Hervé Martin. Paix à son âme, parce qu'il me semble que Hervé Martin est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il est décédé il y a un an ou deux. Cette vidéo date de 2021, donc ça fait partie de ses dernières prestations qu'il a pu donner avant son décès. Donc une pluie de cœur, s'il vous plaît, dans le chat pour Hervé Martin, qui a donné, qui a dédié sa vie à la diffusion de la connaissance d'une part avec cette vidéo par exemple et ses cours, ses différentes interventions en exobiologie, mais également les cours qu'il a pu donner. Il travaillait à l'université Clermont-Auvergne CNRS IRD, au LMV, je sais pas l'acronyme pourquoi c'est, laboratoire de quelque chose, désolé je me suis pas renseigné, mais voilà, c'est en tout cas un bel hommage qu'on va essayer de lui faire en regardant sa vidéo et voir ce qu'il peut nous apprendre, ce très cher Hervé. Que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer en vrai en fait lors d'une école d'hiver pendant ma thèse. J'ai fait une école d'hiver en exobiologie où il était là et il a pu nous parler du coup de la Terre primitive d'un point de vue géologique. Donc voilà, ce sera l'occasion de revoir un petit peu ses prestations. Merci. Décoder l'environnement de la Terre primitive, vidéo d'introduction. Je vais essayer de vous parler un petit peu de je vais en meilleure qualité. De la Terre primitive, c'est-à-dire comment, à partir d'une Terre qui s'est fabriquée il y a 4,5 milliards d'années, on est arrivé à la Terre que l'on connaît aujourd'hui. La Terre s'est fabriquée à partir d'un nuage protoplanétaire qui se trouvait autour du Soleil, et ce nuage contenait des grains de poussière qui se sont agglomérés, qui ont donné des corps, des objets de plus en plus gros à force de s'agglomérer, et qui sont rentrés en collision les uns dans les autres. Et donc le but de cet exposé, c'est d'essayer de comprendre comment on a pu passer d'une Terre primitive, que vous voyez là à gauche sur l'écran, qui était donc fondue, largement chaude, fondue, à la Terre que l'on connaît aujourd'hui, avec des nuages, des océans, des continents émergés. Donc ça déjà, je fais une mini-pause, mais récap de ce qu'on avait vu la dernière fois sur la formation des corps planétaires de notre système solaire. Aujourd'hui, on connaît très bien, globalement, comment se forment les corps planétaires par accrétion du coup de grains de poussière qui, en s'accrétant les uns avec les autres, forment des corps de plus en plus gros qu'on appelle d'abord planétésimaux avant de devenir enfin des planètes. Et effectivement, la grosse difficulté auquel fait face les géologues, c'est de comprendre l'histoire de la Terre, qui a l'air d'être facile comme ça, mais effectivement, comment on est passé d'une boule en fusion, de matériaux en fusion, donc parce que d'une température extrêmement élevée, à une Terre qui s'est évidemment refroidie entre-temps, mais qui a formé l'entièreté de ce qu'on voit actuellement sur Terre et de sa complexité en termes d'atmosphère, de continents et d'océans, quoi. Donc, pour expliquer ça, évidemment, il y a la géologie, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Terre est passée par plusieurs âges, qui sont d'ailleurs représentés dans la frise à côté de moi, là, en dessous de l'infographie. Et je pense qu'il va revenir, du coup, progressivement sur les différentes périodes et expliquer la spécificité de chacune, ou au moins expliquer en quoi ces périodes ont pu avoir une influence sur l'origine de la vie et son développement et son évolution. Parce que évidemment, la vie est complètement dépendante de son environnement. L'environnement, est un moteur essentiel de l'évolution en tant qu'outil de sélection naturelle, quoi. Pour ça, on va s'intéresser à la période ancienne de l'histoire de la Terre. Donc, je vous ai mis là une petite bande qui résume l'histoire de la Terre. On voit deux périodes qui sont importantes. Une période qui s'appelle l'Adéen, qui va jusqu'à 4 milliards d'années. Donc, depuis la formation de la Terre, c'est 4 milliards d'années. Et qui est une période pour laquelle on ne connaît pas de roches.
l'Ardéen. Et puis une période que l'on appelle l'Archéen, qui, elle, va jusqu'à 2,5 milliards d'années, et pour laquelle on connaît des roches, on connaît des matériaux, et c'est à partir de ces matériaux qu'on va essayer de décrypter l'histoire primitive de notre planète. La première chose qui s'est produite, c'est que, comme je viens de vous dire... Ah oui, bon, il l'a pas expliqué, mais alors il y a des périodes pour lesquelles on a des matériaux et d'autres pour lesquelles on n'en a pas. La raison, c'est tout simplement que... En fait, les matériaux de l'AD1, ils ont été remodelés, quoi. Ils ont été refaçonnés, ils ont été transformés, et donc en fait, il n'en existe plus, j'imagine, de nos jours, des roches aussi anciennes qui peuvent aller jusqu'à l'AD1. Voilà, je pense que c'est ça la raison principale. Dire, la Terre s'est fabriquée par collision entre des petits objets qui étaient formés de l'agglomération des poussières, et ces petits objets contenaient à la fois du métal et des minéraux, des silicates, qui étaient uniformément répartis dans ces objets. Donc on avait quelque chose qui était homogène. Or, quand on regarde la structure de la Terre aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que le fer et les silicates ne sont plus répartis de façon homogène, mais que le fer est concentré au centre de la planète et les silicates à la périphérie, formant ce qu'on appelle le manteau de la Terre. Alors comment s'est faite cette différenciation, comment s'est faite cette séparation du métal et des silicates? C'est quelque chose qui est relativement simple, parce que les chocs entre les différents objets ont échauffé la planète jusqu'à atteindre des températures énormes, de plusieurs milliers de degrés, et on fait fondre la partie externe de la planète. Dans cette partie fondue, le métal, qui avait une densité beaucoup plus forte, a coulé au fond de ce liquide produit par la fusion de la planète, qu'on appelle l'océan magmatique, et ces particules métalliques ont été se concentrer au centre de la planète, formant le noyau. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'histoire de la planète, parce que la partie externe de ce noyau, qui aujourd'hui est encore liquide, est animée de mouvements de convection qui donnent naissance au champ magnétique terrestre, et ce champ magnétique terrestre protège la Terre du vent solaire, c'est-à-dire des particules qui nous proviennent du Soleil. Donc ça, c'est un événement qui s'est produit très tôt dans l'histoire de la planète. Je fais une mini-pause voilà, pour résumer ce qu'il a dit. Il n'a pas dit le gros mot. Le gros mot qui est associé à ce phénomène, si vous voulez le retenir, c'est bien, sinon tant pis. C'est ce qu'on appelle la différenciation. Il ne me semble pas qu'il l'ait dit. La différenciation, c'est le nom qu'on donne à ce phénomène qui concerne les corps planétaires d'une taille suffisamment importante, donc qui concerne les planètes et les grosses lunes, on va dire, ou même les petites lunes. En fait, à partir d'une certaine taille, quand le corps en formation subit des impacts, il va s'échauffer à cause des impacts d'une part, mais aussi à cause de la présence de matériaux radioactifs, d'éléments radioactifs qui sont en son cœur. Et donc, cette élévation de température va être suffisante pour fondre le corps, c'est ce qu'il expliquait, et permettre ce phénomène qu'on appelle la différenciation. Donc, c'est quoi? C'est que le corps va effectivement se réorganiser à l'intérieur, de sorte à ce que les éléments les plus lourds se concentrent au centre, tout simplement, se concentrent au niveau du noyau du corps. Donc c'est pour ça que le fer et le nickel, qui sont des éléments plus lourds que le silicium, vont se retrouver au centre du corps planétaire, contrairement au silicium qui va former du coup les silicates, qui sont le nom des minéraux, qui vont constituer le manteau, vont se retrouver plutôt en surface. Donc c'est ça, ce phénomène de différenciation qui concerne les corps à partir d'une certaine taille, et c'est ce qui va aussi permettre de différencier souvent les planètes des petits corps. Les petits corps, dans les petits corps, vous avez les astéroïdes et les comètes, et les astéroïdes et les comètes, en fait, sont souvent trop petits pour avoir connu ce phénomène-là de différenciation, donc n'ont pas cette structure-là très caractéristique, on va dire, des gros corps comme les planètes, quoi. Voilà. C'est ça, pour compléter un peu ce qu'il a dit. Et voilà, il a insisté sur le fait de l'importance d'avoir de ce phénomène de différenciation, parce que grâce à lui, on a un noyau de fer, et ça va être grâce au mouvement justement de matière à l'intérieur de ce noyau, donc ce mouvement de matière ferreuse, qui va générer, on va dire, le champ magnétique qui va permettre la protection de la Terre au niveau des particules chargées.
Et là, ça paraît anodin comme ça, on se dit oui, bon d'accord, c'est cool, il y a un champ magnétique. Mais en vrai, sans ce champ magnétique, il faut bien comprendre que la vie sur Terre n'aurait pas évolué de la même manière. D'ailleurs, elle aurait peut-être même pas pu émerger dans une certaine mesure, parce que le champ magnétique protège les organismes vivants actuels d'un taux de radiation, on va dire d'une quantité de particules énergétiques qui pourrait être néfaste si le champ magnétique n'était pas là. Donc c'est aussi un élément important à prendre en compte dans l'histoire du vivant, l'existence de ce champ magnétique. C'est un événement qui s'est produit très tôt dans l'histoire de la planète. On ne connaît pas de roches plus anciennes que 4 milliards d'années, mais on connaît des minéraux qui sont plus anciens, qui ont déjà 4,4 milliards d'années. Il s'agit de minéraux très résistants qu'on appelle les zircons. Non seulement ils sont très anciens, mais ils provenaient de granit, c'est-à-dire qu'ils se sont formés, ils ont cristallisé dans des granites. Or, les granites, eh bien, c'est de la croûte continentale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès 4,4 milliards d'années, il y avait à la surface de notre planète, il y avait déjà de la croûte continentale. Alors, comment était cette croûte? Eh bien, on connaît d'autres roches un peu particulières qui ont un nom barbare qu'on appelle... Je vais mettre pause parce que là, il y a un élément important, c'est de comprendre la distinction entre minéraux et roches, parce que ça, c'est souvent un peu mélangé dans le langage commun. En fait, la roche, on va dire, c'est le caillou de base, entre guillemets, qu'on voit, nous, visuellement, c'est le bloc de roche. Et dans la roche, en fait, la roche est elle-même constituée de tout un tas de minéraux. En fait, les minéraux, ça va être les constituants de la roche, si vous voulez. Et en fait, on n'est pas capable on n'a pas de roches plus anciennes que 4 milliards d'années, pour le coup, parce qu'en fait, les roches, encore une fois, ont été quelque part transformés. Par contre, d'un point de vue minéralogique, les minéraux, eux, il y a certains minéraux qui se sont conservés, en fait, qui ont réussi à refroidir et à se former à une période plus ancienne que 4 milliards, en fait. Mais la roche qui contenait ces minéraux-là n'existe plus, en fait. Donc on a retrouvé des minéraux qui étaient vieux de 4,4 milliards d'années, par exemple, je crois. Je me demande si c'est pas les fameux zircons justement dont on va parler. Ouais, c'est ça dont on va parler. Mais la roche en elle-même qui contenait les zircons d'origine, elle, a disparu, quoi. Je vais revenir un peu en arrière pour remettre le passage. Parce que ça, c'est des subtilités de langage, mais c'est important de faire un petit peu la différence, quoi. Quand même. Sinon, on comprend pas trop pourquoi il raconte ça. Donc ça, c'est un événement qui s'est produit très tôt dans l'histoire de la planète. On ne connaît pas de roches plus anciennes que 4 milliards d'années, mais on connaît des minéraux qui sont plus anciens, qui ont déjà 4,4 milliards d'années. Il s'agit de minéraux très résistants qu'on appelle les zircons. Voilà, c'est cela. Donc c'est bien les fameux zircons, justement, qui sont plus anciens que les plus anciennes roches, quoi. Non seulement ils sont très anciens, mais ils provenaient de granit, c'est-à-dire qu'ils se sont formés, ils ont cristallisé dans des granites. Or, les granites, eh bien, c'est de la croûte continentale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès 4,4... Je sais pas comment ils ont su que ça a cristallisé dans des granites, pour le coup. Les zircons se trouvent effectivement dans les granites et se forment dans les mêmes conditions, pressurisés sous la surface terrestre, d'après ChatGPT. D'accord, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a conclu sur la forme, sur le fait qu'il y avait des granites il y a 4,4 milliards d'années. Vous avez compris l'artifice de penser, enfin l'artifice, la logique des géologues, elle n'est pas simple. Je vais vous la réexpliquer, vous inquiétez pas. Pour réexpliquer, c'est important, c'est pas si important que ça, mais c'est intéressant. La datation des roches les plus anciennes. Le problème de la roche, c'est que elle peut évoluer, elle peut changer en fonction des conditions environnementales, d'accord ? Et c'est ce qui s'est probablement passé lors de la transition de l'Adéen vers l'Archéen, qui sont deux périodes de l'histoire de la Terre, d'accord ? Les roches qui datent de l'Adéen, en fait, elles ont tellement évolué qu'on n'en a plus de traces aujourd'hui, en fait. Elles sont trop anciennes, elles sont trop altérées pour qu'elles puissent encore exister aujourd'hui telles qu'elles étaient à l'époque, quoi. Donc ça, on n'en a pas. Les plus anciennes, c'est ce qui disait 4 milliards d'années, quoi. Ce qui est déjà pas mal, parce que honnêtement, encore une fois, l'âge de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Par contre, ce qu'on peut dater de plus ancien que les roches, c'est les minéraux. Encore une fois, les minéraux, ce sont les composants des roches, ce sont les entités qui composent les roches et qui se forment à l'intérieur des roches, en fait, tout simplement. Et parmi les minéraux stables qui se sont formés il y a plus de 4 milliards d'années, on a les zircons. Les zircons qu'on a réussi à dater. Donc là, il va peut-être expliquer comment a été fait la datation, mais
Ces zircons-là, il faut comprendre qu'ils ont été datés d'il y a 4,4 à 4,35 milliards d'années. C'est énorme en fait. On est très très proche, on est vraiment dans les débuts de la formation de la planète, quand on sait que c'est 4,5 milliards d'années. Donc c'est seulement à peu près 100 millions d'années après le début de la formation de la Terre, quoi. Donc c'est ouf. Et ces zircons-là, on sait que sur Terre, en fait, la Terre possède déjà des zircons qui sont plus récents que ça. Et on sait que les zircons qui sont formés récemment sur la Terre, ils se forment plutôt dans un environnement granitique, on va dire. C'est-à-dire que autour des zircons qui se forment aujourd'hui sur la Terre, c'est plutôt de la croûte continentale, comme c'est indiqué sur l'image. C'est-à-dire qu'autour de ces zircons, c'est du granit, quoi. C'est du granit. Donc, on a de bonnes chances de penser qu'à l'époque, c'était pareil. En fait, c'est une sorte d'extrapolation, si vous voulez. On se dit qu'à l'époque, les zircons qui ont été formés il y a 4,4 milliards d'années, ils ont été formés aussi dans un environnement granitique. Donc, ça veut dire qu'il y a 4,4 milliards d'années, il y avait déjà des continents. C'est un truc de fou, quand même. De te dire, grâce à cette logique-là scientifique, on est capable d'imaginer déjà un environnement de la Terre il y a 4,4 milliards d'années. Alors même qu'on ne sait pas, on n'a pas de photos évidemment de l'époque. On ne sait pas exactement de quoi était composée la Terre il y a 4,4 milliards d'années. Mais à l'aide des minéraux qu'on a réussi à identifier et à dater de cette période-là, on peut poser une base de ce à quoi pouvait ressembler la Terre à cet âge-là. Il y avait déjà de la croûte continentale. Alors comment était cette croûte ? Eh bien, on connaît d'autres roches un peu particulières qui ont un nom barbare, qu'on appelle des comatites, que l'on voit là, avec des cristaux d'olivine qui sont des cristaux en baguette. Et ces cristaux en baguette témoignent d'un refroidissement brutal des laves. Ce que l'on voit sur le diagramme à droite, c'est une évaluation des températures des différentes laves au cours du temps. Et ce que l'on voit, c'est qu'à l'Archéen, c'est-à-dire avant 2,5 milliards d'années, eh bien, les températures de ces laves, de ces comatites, étaient de 1700 degrés. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, elles sont dans les rives médio-océaniques de 1250 et dans les points chauds de 1400 degrés. Donc, manifestement, la Terre primitive, interne, était beaucoup plus chaude que la Terre aujourd'hui. Ce que montre effectivement ce graphique, c'est qu'il y a une évolution de la lave, de la température des laves de comatites en fonction de l'âge à laquelle on les a datées. Des comatites les plus anciennes qui datent de l'Archéen, même de l'Adéen, c'est pas l'Archéen là, c'est l'Adéen, qu'on regarde. À l'Adéen, en fait, les laves étaient beaucoup plus élevées en température. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient probablement plus d'oxyde de magnésium. C'est la teneur en oxyde de magnésium, encore une fois, qui vous dit à quel point la température de la lave a été élevée. Alors je ne sais pas quel raisonnement scientifique il y a derrière, désolé, j'ai pas ces connaissances-là en géologie, mais il faut vous imaginer que c'est la teneur en oxyde de magnésium qui est un peu le marqueur de la température de la lave. Je pense que c'est ça. Et il y a eu un refroidissement progressif qui a duré quand même quelques milliards d'années, parce que ça se passe entre 3 milliards d'années, on va dire, et 1,5, donc ça a mis du temps, mais la chute en teneur d'oxyde de magnésium témoigne du refroidissement de la Terre. La bande claire, c'est une approximation pour nous montrer, et les données, c'est les petits baies rouges. Ouais, exactement, je pense que c'est ça. Les vraies données, c'est les points rouges, et en fait, la bande, c'est juste pour marquer le trait et expliquer la tendance, en fait. C'est juste ça. Ce qu'il faut juste comprendre pour les gens qui sont en PLS, là, qui n'ont rien compris, parce que je sais que vous êtes nombreux, là. Je sais pas si... Les gens là au fond, là près du radiateur, là derrière, là, je vous vois au fond de la classe, là, ceux qui commencent à somnoler parce qu'il est 22h06, vous vous demandez pourquoi vous êtes ici. Probablement vous avez laissé le stream en fond, et vous vous dites je comprends rien à ce qui se passe dans ce stream avec ces slides bleus et ces graphiques incompréhensibles. Je crois que ce qu'il faut juste comprendre, c'est que on peut sonder, on peut avoir une idée de la température des laves qui existait, parce que lors du refroidissement de ces laves qui ont donné les roches avec leurs minéraux à l'intérieur, lors de ce refroidissement-là, eh bien, en fait, si elles ont piégé beaucoup d'oxyde de magnésium, enfin s'il y a pas mal d'oxyde de magnésium, ça témoigne, on va dire, d'une lave qui était beaucoup plus chaude à la base, on va dire. Donc le MgO, l'oxyde de magnésium, c'est directement lié à la température. Donc bon, bref, rien qu'avec ce facteur-là, on peut suivre, on va dire, les différentes températures des laves telles qu'elles étaient avant qu'elles refroidissent à différents âges. Et on voit clairement qu'il y a une chute
traduisant juste un refroidissement, et c'est tout. Voilà, si vous retenez ça, c'est très bien. Quand on regarde la croûte continentale elle-même, ce sont d'anciens granits qui ont été transformés en gneiss, on s'aperçoit que cette croûte continentale primitive s'est formée elle aussi dans un environnement beaucoup plus chaud, probablement analogue aux zones de subduction, et des zones de subduction beaucoup plus chaudes que les zones de subduction actuelles. Dans ces terrains anciens, on trouve aussi des conglomérats, c'est-à-dire des roches sédimentaires faites de gros blocs de roches qui ont été détachés des montagnes, roulés dans les torrents. Et tout ça, ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'il y avait des continents émergés. Ok, bon, en gros, l'idée, c'est l'étude des roches et leur nature permet de savoir quel était le type de terrain qu'il y avait à l'époque. Il y a 3,4 milliards d'années, par exemple, pour ce terrain-là, sur cette photo ici, et là aussi, pareil, 3,4 milliards d'années pour les gneiss péninsulaires d'Inde. C'est en gros, l'objectif, c'est de savoir à quoi ressemblait la Terre à cette période-là. Et d'après l'étude de ces roches, en particulier là, les conglomérats, donc ces sortes de galets, là, ces rassemblements de roches, un peu de cailloux dégueulasses, là, ça atteste de l'érosion de relief émergé. En gros, ça veut dire qu'il y avait déjà des sortes de masse de continents émergés, donc qui étaient au-dessus de la surface de l'eau, en fait, tout simplement. Il y avait déjà des continents à cette époque-là, en fait, c'est ça que ça veut dire. Il y a 3,4 milliards d'années. Juste une manière de prouver la présence de continents, quoi. Enfin, non seulement la présence de continents, mais de continents émergés, en fait. C'est ça la subtilité. C'est que c'est pas juste des continents qui sont sous l'eau, mais c'est des continents qui aussi sortent de l'eau, quoi. Enfin, je suis con parce que quand on dit continent, de toute façon, c'est forcément au-dessus de l'eau. Je suis un peu con. En fait, sinon, on parle de croûte continentale quand c'est sous l'eau. Émergé. On peut penser que cette Terre primitive, très tôt, environ 200 millions d'années après le début de formation de la planète, à partir du nuage protoplanétaire, eh bien, on avait une Terre avec des océans et des masses continentales émergées. Alors, ça, c'est super intéressant et important pour la vie. Parce qu'on sait que les continents et les océans, c'est des marqueurs environnementaux utiles pour le développement du vivant, au moins les océans, parce que il faut de l'eau sous forme liquide. On pense que c'est le solvant essentiel à l'origine qui sert pour la vie d'aujourd'hui, mais qui a été aussi essentiel au développement de la vie sur Terre. Et donc c'est hyper important de comprendre, grâce à la géologie, de remarquer qu'en fait il n'a suffi que de 200 millions d'années, c'est vraiment pas grand chose à l'échelle de la planète, pour qu'on arrive à avoir des continents stables et la présence d'océans, quoi. C'est un truc de fou. Une des questions qu'on peut se poser, c'est aussi ces océans, qu'est-ce que c'était que ces océans? Quelle était leur composition? On peut trouver quelquefois dans les minéraux qui se sont formés dans les océans des petites inclusions, des petits défauts qui ont piégé de l'eau du milieu de l'océan dans lequel ils se sont formés. Et lorsqu'on analyse cette eau et qu'on compare sa composition à la composition des océans actuels, alors on voit sur ce diagramme une droite qui est à peu près horizontale, qui correspond pour un certain nombre d'ions à la composition de l'océan actuel, et l'autre courbe, en ligne brisée, montre la composition des océans archéens. Ce qui apparaît flagrant, c'est que les océans archéens étaient très riches en fer, sous sa forme réduite, c'est-à-dire en fer divalent Fe++. Or, on sait que le fer peut se trouver en solution dans l'eau que dans un milieu qui est un milieu réducteur, c'est-à-dire globalement dépourvu d'oxygène. Et donc ça nous indique quoi? Ça nous indique que les océans étaient riches en fer divalent, parce que le fer pouvait migrer des continents vers les océans en raison de l'absence d'oxygène dans l'atmosphère. Ça, c'est assez intéressant aussi. Là, vous voulez dire, mais quel lien avec la vie? Mais on y vient. Hein, je vais vous l'expliquer, le lien avec la vie dans ça. Mais c'est comment, à partir de justement de la comparaison entre l'eau ancienne et l'eau actuelle, quels étaient les métaux, les minéraux en fait, qui étaient plus présents ou moins présents. À l'aide de cette comparaison-là, en fait, on peut avoir une idée de la composition de l'atmosphère. En fait, l'atmosphère, on n'a pas de traces de l'atmosphère directement, mais pour avoir une idée de à quoi ressemblait l'atmosphère de la Terre primitive, en fait, on va regarder l'état des roches telles qu'elles étaient dans le passé, quoi. Et justement, ces roches qui contenaient l'eau primitive, on va dire, cette eau primitive, comme elle était enrichie
en fer qui est dans une certaine forme, on va dire, genre on s'en fout, la bivalence, machin, oubliez ces trucs-là, c'est des trucs de chimistes, on s'en fout un peu. Honnêtement, ça sert à rien que je passe du temps à vous expliquer l'état d'oxydation du fer. Il faut juste comprendre que là, la forme du fer en question témoigne en fait du fait d'une absence d'oxygène. Parce que s'il y avait de l'oxygène, le fer, il ne serait pas sur cette forme, sous cette forme-là, pardon. Il aurait d'autres formes. Et en fait, le fer n'aurait pas pu être transporté sous cette forme-là des continents à l'eau. Et donc, c'est fou comme à partir de l'identification de certaines espèces chimiques contenues à l'intérieur des roches, en fait, on peut en déduire carrément la composition de l'atmosphère. Enfin, la composition, c'est un grand mot. On peut au moins dire que l'oxygène n'était pas présent dans l'atmosphère. Parce que si l'oxygène était présent dans l'atmosphère, l'oxygène aurait dû oxyder les continents. En gros, l'oxygène aurait dû s'infiltrer dans la matière continentale et changer, si vous voulez, la forme du fer, de sorte à ce que le fer ne puisse pas se retrouver dans la forme telle qu'on la retrouve dans les eaux qui sont piégées, là, dans les fameux... dans les roches qui sont observées. Vous avez compris, encore une fois, le raisonnement qu'il y a derrière, il est fou quand même. Comme il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas de photosynthèse, je suppose. Pour vous la faire courte, les plus anciennes formes de vie dont on a été capable d'identifier la présence, en tout cas via des traces, je crois que c'est 3,8 milliards d'années, voire 4 selon... après 4 c'est plus controversé, mais je crois que 3,8 c'est à peu près accepté. Mais 3,8 milliards d'années, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est l'origine de la vie sur Terre, encore une fois, attention, c'est juste les plus anciennes traces de vie qu'on a été capable d'identifier. L'origine de la vie sur Terre, elle peut être encore plus ancienne que ça. Donc c'est pour ça qu'autour de 4 milliards d'années, là les eaux qui datent, on ne sait pas s'il n'y avait pas des premières formes de vie organique qui pouvaient exister. Première forme de vie, première forme d'organisme vivant qui pouvait exister, ou si c'était mort de chez mort, quoi. Mais dans tous les cas, il n'y avait pas encore l'oxygène, ce qui est normal puisque la photosynthèse, elle arrive bien plus tard en fait dans l'histoire de la Terre. Peut-être qu'il va en parler de l'arrivée de la photosynthèse. Voilà. Dépourvu d'oxygène. Et donc ça nous indique quoi ? Ça nous indique que les océans étaient riches en fer divalent, parce que le fer pouvait migrer des continents vers les océans en raison de l'absence d'oxygène. Mais aujourd'hui, on a énormément d'oxygène dans l'atmosphère. Cet oxygène dans l'atmosphère actuelle provient en fait de l'activité biologique. Il y a des êtres vivants, on cite souvent les cyanobactéries, mais des êtres vivants qui pratiquent la photosynthèse oxygénique, c'est-à-dire qui, à partir de gaz carbonique et d'eau, vont fabriquer de la matière organique et libérer de l'oxygène. Ce que l'on voit sur le diagramme de droite, sur la courbe rouge, c'est en fait l'apparition de l'oxygène aux environs de 2,2-2,3 milliards d'années, et cet oxygène qui va envahir l'atmosphère. Et donc on part d'une atmosphère qui était riche en CO2, la quantité de CO2 dans l'atmosphère primitive diminue, et on voit apparaître l'oxygène, cet oxygène étant le résultat de l'activité des êtres vivants. Enfin, un dernier point concernant la Terre primitive, le bombardement météoritique. Ici, j'ai mis un diagramme qui représente, en fonction du temps, le taux d'impact de météorites à la surface de la Lune. Quand on remonte dans le temps, lorsqu'on va vers le début de l'histoire de la Lune ou de la Terre, eh bien, le taux d'impact météoritique augmente. On arrive à un modèle qui est le modèle d'un événement ponctuel, de bombardement météoritique qui serait produit autour de 3,9-4 milliards d'années, qui aurait duré pas très longtemps, 100-150 millions d'années, ce qui est peu si on regarde l'échelle des temps géologiques. On a eu un bombardement qui a affecté la Terre, la Lune, mais aussi les autres planètes du système solaire. Je ne sais pas comment ils ont su. Ah, c'est à partir de la Lune qu'ils ont évalué le bombardement tardif. Ça, j'étais étonné. Je savais pas. Je savais qu'il y avait eu un bombardement tardif. Donc, c'est quoi un bombardement tardif ? C'est le fait que la Terre ait reçu en fait tout un tas de petits corps qui se sont éclatés à sa surface plus tard qu'au début de sa formation. Parce que en fait, sa formation, c'est à 4,6 milliards d'années environ, 4,5 là, vous voyez. Il y a ici, c'est écrit accrétion parce que ça correspond au moment où la matière, la poussière, la poussière du nuage, enfin plutôt du disque protoplanétaire, donc du disque autour de l'étoile, la poussière s'accumule et forme les planétésimaux et puis après les planètes. Bref, là vous avez la formation de la Terre pendant cette période-là, et donc là vous avez beaucoup de collisions en fait, tout simplement, ce qui donne lieu à beaucoup de cratères. C'est pour ça là en Axis 6 vous avez nombre de cratères de diamètre supérieur à 1 km.
par kilomètre carré. Bon, bref, tout ça pour dire qu'en s'inspirant des cratères lunaires, ils ont pu avoir une idée de la quantité, on va dire, de petits corps qui sont venus bombarder l'environnement céleste autour de la Terre, juste en se basant sur ce qu'il y avait sur la Lune, quoi. Et en fait, comme il y a eu une période d'accalmie, on va dire, qui a duré quelques centaines de millions d'années, et que après ça a augmenté avec un bombardement tardif, justement, et après il y a eu une recrudescence des bombardements autour de entre 4 milliards et 3,8 milliards d'années, recrudescence des bombardements, et ensuite rechute, quoi. Et d'ailleurs, voilà, justement, le rôle de ces impacts dans l'origine de la vie, il est mal connu. On ne sait pas si ce bombardement tardif, il a éradiqué les premières formes de vie qui ont pu essayer de se démerder, enfin, d'apparaître, ou si, au contraire, ça a été bénéfique parce que ça a apporté des éléments de matière organique, entre autres, qui ont pu aider au développement de la vie. Donc c'est compliqué de savoir si ce bombardement a été une aide ou un frein au développement de la vie en réalité. Du système solaire. Ce bombardement donc a eu des effets énormes. On le voit très bien sur la Lune où on voit tous ces cratères. Évidemment, la Terre, à cause de la tectonique des plaques, a effacé les traces de ces cratères. Si on regarde la période AD1 ancien, c'est-à-dire depuis le moment de la création jusqu'à, disons, environ 4,4 milliards d'années, la Terre était un océan de magma. Il n'y avait pas de continent, il n'y avait pas d'océan, elle était très chaude. Si on regarde en termes d'êtres vivants, la probabilité qu'il y ait eu des êtres vivants, et même qu'il y ait une chimie qui permette l'apparition des êtres vivants, est très faible. Si maintenant on regarde la période suivante, qui va jusqu'à 4 milliards d'années, qui est l'AD1, je dirais, récent, eh bien on s'aperçoit qu'on avait des continents, on avait des océans, on avait un champ magnétique qui protégeait la surface de la planète des particules provenant du Soleil. Les conditions étaient favorables à l'apparition de la vie. Alors je ne dis pas qu'il y avait de la vie à ce moment-là, on n'en a absolument aucune preuve, mais potentiellement elle aurait pu apparaître à ce moment-là. Et puis enfin, à l'Archéen, à partir de 4 milliards d'années, eh bien, on a une Terre qui fonctionne un peu comme la Terre d'aujourd'hui. On a vu qu'elle était beaucoup plus chaude, mais il y a une tectonique des plaques, et puis on a toujours le champ magnétique qui la protège, etc. Et là, on... Ça, c'est un peu la slide de conclusion. Je ne sais pas s'il va en reparler, mais ouais, attends, je vais le laisser continuer. Trouve, à partir de 3,4 milliards d'années, des traces de l'activité d'êtres vivants. Donc, non seulement la vie est apparue au moins avant l'Archéen, mais elle s'est développée à ce moment-là. Le seul point d'interrogation qui reste, c'est le bombardement tardif qui s'est produit à la fin de l'AD1 et au début de l'Archéen. Et la question qui se pose, c'est de savoir si ce bombardement tardif a pu avoir un effet stérilisateur. Est-ce qu'il a pu détruire, si la vie existait avant, est-ce qu'il a détruit cette vie? Et ça, c'est une question pour laquelle on n'a actuellement pas de réponse. Let's go! Merci beaucoup, monsieur Martin. C'était Hervé Martin qui nous a fait la présentation. Et en fait, on peut s'arrêter un peu sur cette slide qui est un peu la slide de conclusion. Il a redit ce qu'on avait dit sur l'effet stérilisateur ou non du bombardement tardif. En fait, on ne sait pas trop. Merci à Lista08 pour le follow. Bienvenue à toi. Et oui, donc c'est un peu la slide de conclusion, ça, pour les gens qui ont vraiment rien suivi, là, qui sont complètement endormis sur le radiateur. Là, là vous avez tout, là. Enfin, vous avez tout, non, mais l'idée, c'est que grâce à la géologie, il faut bien les remercier, les géologues, ils travaillent pas pour rien. Hein. Grâce à eux, on a une petite idée de les premiers âges de la Terre et en fait, tout simplement de sonder à quoi ressemblait l'environnement de la Terre primitive pour savoir si cet environnement était compatible avec les conditions d'émergence et de développement de la vie, quoi. En fait, c'est ça la question à laquelle on essaie de répondre dans le cadre de l'exobiologie. Donc, c'est de savoir, mais est-ce que vraiment, grâce aux géologues, on a un environnement favorable, et si oui, à partir de quand? Donc, c'est ce que la géologie nous permet d'avoir, c'est au moins diviser, bon, de manière un peu schématique, mais pour un stream de vulgarisation, ça va suffire, diviser les débuts de la Terre en 3 parties. D'abord l'AD1 qu'il appelle précoce, où là, les premières centaines de millions d'années paraissent quand même très très peu favorables à l'apparition de formes de vie, puisqu'on a une Terre qui est essentiellement magmatique, aux températures bien trop élevées et pas d'eau liquide en surface, on va dire, et pas d'océan évidemment, et pas de continent stable encore formé.
Puis on a l'AD1 tardif où on a la formation de la croûte continentale, donc des premiers continents et des premiers océans. Et donc c'est là, à partir de 4,4 milliards d'années, véritablement, qu'on peut commencer à se dire, allez, les conditions pour l'apparition de la vie semblent être intéressantes, en tout cas, semblent être suffisantes pour... les conditions pour que la vie apparaisse semblent être satisfaites. Scientifique. Et enfin l'Archéen, donc l'Archéen qui commence à 4 milliards d'années, de 4 milliards c'est caché derrière moi, à 4 milliards à 2,5. Là, on est sûr que la vie a prospéré pendant l'Archéen, puisque, encore une fois, on a des traces de vie. Alors, il n'en a pas parlé exactement de la datation des plus anciennes traces de vie, mais je crois que c'est 3,8, c'est relativement consensuel, et peut-être 4 même. Donc, on sait qu'à l'Archéen, il y a eu de la vie. Combien ? Il y a eu de la vie il y a 4 milliards d'années, mais voilà, en fait, on n'est pas trop sûr de l'apparition elle-même de la vie. C'est possible que la vie ait pu apparaître finalement entre l'AD1 tardif et l'Archéen, quoi. Voilà. Donc, et puis apparaître voilà, pendant le bombardement météoritique tardif. Et si c'est le cas, est-ce que le bombardement météoritique a joué le rôle de stérilisateur ou non, quoi ? C'est un peu ça. Pour conclure, certains raisonnements sont un petit peu détaillés en amont sur pourquoi certaines roches étaient à telle température, comment on sait qu'il y a eu un refroidissement, comment on sait qu'il n'y avait pas d'oxygène. Donc là, typiquement, on a l'explication en amont, mais si vous voulez le résultat et la conclusion, globalement c'est ça, quoi. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, pour ce qui concerne la possible existence, les conditions, on va dire, dans lesquelles le vivant a pu apparaître.